Nous allons commencer immédiatement avec la première invitée de la soirée. Elle s'appelle Naïs et elle va nous présenter les sens en herbe. Bonsoir Naïs. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Partagé. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Avec les sens en herbe, vous proposez donc des huiles essentielles et des hydrolats qui sont fabriqués du côté de Visconta. Je n'en dis pas plus, nous allons découvrir tout ça. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans les plantes aromatiques et médicinales? Nous, on est deux personnes à travailler à la ferme. Gaëtan, mon compagnon et associé, et moi-même. Donc, des raisons différentes pour l'un et pour l'autre, certainement. Pour ma part, c'était vraiment un besoin d'avoir une activité tangible. Moi, j'étais plutôt dans le domaine de l'éducation spécialisée et d'avoir une activité où je suis dehors, où je travaille avec mes mains et où ce que je fais a du sens. Et vous avez bien raison, c'est vrai que quand on est artisan, souvent, on fait une activité qui a du sens. Et alors, quelles sont les différentes catégories de plantes que l'on peut retrouver chez les sens en herbe? Alors, il y a une quarantaine de plantes dans la gamme, une moitié qui est cultivée sur place, donc on l'a fait du semis jusqu'à la culture, désherbage, récolte et distillation, et une partie qui est cueillie en sauvage. Voilà, donc à peu près la moitié de chaque. D'accord. Alors, quelles sont les particularités de votre exploitation? Comment pourriez-vous caractériser le sol sur lequel poussent vos plantes? Alors nous, on est sur un sol granitique et particulièrement acide. Autant en termes de structure, il est assez équilibré, plutôt sableux, mais ça dépend des parcelles, donc on est plutôt chanceux de ce côté-là. En fonction des parcelles qu'on a, on peut avoir des terres plus riches, moins riches. Voilà, mais en tout cas, ce qui caractérise vraiment notre sol ici, c'est qu'il est acide, particulièrement acide. Donc ça peut parfois être un handicap. En tout cas, il faut vraiment apprendre à composer avec. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver des plantes qui s'y plaisent. Et puis celles qui s'y plaisent pas, eh ben, on ne les fait pas et c'est un parti pris. Et oui, j'imagine que c'est toute une sélection et il faut y réfléchir un petit peu en amont. Ouais, tout à fait. Et puis nous, ce qu'on défend vraiment, c'est que les plantes, elles doivent être au plus proche de leurs conditions naturelles. Donc, elles doivent s'épanouir là où on leur propose d'être plantées. Voilà, donc c'est pour ça qu'on choisit ces plantes-là et le fait qu'il y ait différents terroirs, différents sols, partout en France, ça permet qu'il y ait différentes plantes et les consommateurs peuvent aussi aller voir différents, producteurs, productrices et voilà et ça permet qu'il y ait vraiment une grosse richesse en termes de variétés de plantes et ça nous convient très bien comme ça. Tout à fait, vous avez bien raison, on ne force pas la pousse des plantes, on les laisse faire naturellement. Et alors donc, vous faites de la culture en traction animale. Qu'est-ce que cela veut dire? Expliquez-nous. Ça veut dire qu'on travaille avec, une jument, pour notre part, qui s'appelle Carmina et qui nous aide à travailler. Donc Carmina, c'est une jument qui est très, très bien dressée, qui a été dressée par Jean-Louis Quesnel qui, pour les personnes qui connaissent un peu l'attraction animale et le travail, avec les chevaux est quelqu'un d'assez reconnu. Donc elle est très bien dressée, par contre elle commence à être un peu âgée, donc on travaille avec elle sur le désherbage. En fait, entre les rangées de nos plantes, toutes nos plantes sont en rangée parce que elles sont plantées en fonction de la façon dont on va les travailler justement avec Carmina. Et entre chaque rang, il y a la place du passage de la jument. Et voilà, donc on va utiliser un sarcloir qui va venir gratter la terre derrière la jument. Donc en fait, vous laissez travailler les animaux et tout se fait finalement au naturel. Ben, en tout cas, nous, on a un cahier des charges dans lequel on passe pas de plante de tracteur pardon, sur la plante. Pas d'outils thermiques. Donc, de toute façon, que ce soit le désherbage ou la récolte, tout se fait à la main. Sur le pied, c'est nous qui passons désherber à la main et entre reins avec la jument. Mais en tout cas, on a un tracteur qu'on utilise jusqu'à la plantation. Une fois que la plante est dans la terre, on passe plus jamais le tracteur dessus. Alors avec votre façon de cultiver les plantes, est-ce que vous avez obtenu un label pour vos produits? Nous, on a 3 labels. Le plus connu, c'est l'agriculture biologique. Voilà, qui est pour nous la condition minimum, on va dire, de qualité. Donc, on a fait le choix de la prendre et puis c'est aussi le label qui est le plus, enfin la certification qui est la plus reconnue par les consommateurs. On a aussi le cahier des charges de Nature et Progrès, voilà, qui est vraiment un cahier des charges qui défend la paysannerie et qui est assez exigeant. Et on va dire le plus exigeant des 3 labels qu'on a, c'est celui du syndicat des simples. C'est un label qui est propre aux producteurs et productrices de plantes médicinales
et donc qui va détailler, mais vraiment énormément, tout ce qui est notre travail, voilà, la particularité des plantes médicinales. Donc ça va du semis, quel terreau on utilise, comment on désherbe, qu'est-ce qu'on utilise comme outil, voilà, comment on distille, à quelle pression, quelle température, et cetera. C'est vraiment, très détaillé et du coup, j'invite aussi les personnes qui aiment utiliser des plantes, que ce soit des huiles essentielles, des hydrolats, mais ça peut être de la gémothérapie, de la tisane, et cetera, à aller voir le site internet du Syndicat des Simples. Vous pouvez y trouver le cahier des charges des producteurs qui ont ce label et ça permet aux consommateurs et aux consommatrices d'avoir idée de tout ce à quoi on peut faire attention quand on produit une plante et du coup ça donne tout un tas d'éléments qu'on peut poser quand on veut acheter une plante pour se prémunir de la qualité, quoi. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure de cueillette. Est-ce qu'il y a des endroits en particulier dans lesquels vous cueillez les plantes que vous n'avez pas sur votre exploitation? Et est-ce qu'il y a peut-être aussi quelques règles que vous vous fixez notamment? Tout à fait. Et ben, encore une fois, c'est des règles évidemment qu'on défend, mais qu'on peut aussi retrouver dans le cahier des charges dont je parlais. On a des zones de cueillette qu'on cherche le moins polluées possible. Alors, on est d'accord que la pollution, elle n'est pas forcément visible, hein, donc c'est plutôt un principe de précaution. On va dans des endroits qui sont loin des grands axes routiers, loin des parcelles cultivées en conventionnel et qui vont potentiellement être traitées de façon chimique, loin d'usines, on sait qu'il peut y avoir des retraitements, etc. Donc oui, on fait attention à ça. Et vous avez raison, c'est très important. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la partie transformation. C'est aussi ce qui nous intéresse avec les huiles essentielles et les hydrolats. Du coup, de quelle manière transformez-vous vos plantes en hydrolat ou en huile essentielle? Alors nous, on a plusieurs types de transformation. Donc la plus importante de notre activité, c'est la distillation. Donc on possède un alambic. C'est un alambic en inox. Pour les connaisseurs, ça a son importance. Qui a une capacité de 1000 litres. Donc on peut mettre environ 250 kg de plantes par distillation. Et l'idée, c'est de remplir cette cuve-là pour avoir une distillation de qualité. Donc on fait des passes de 250 kg par 250 kg de plantes. Voilà, on a une chaudière alimentée au bois pour cet alambic-là. Pareil, c'est un choix de travailler avec le bois parce que c'est une ressource qu'il y a autour de chez nous et qu'on peut trouver dans dans un réseau assez facilement. C'est-à-dire que les voisins font du bois, on leur achète du bois. C'est vraiment une économie ultra locale. Et voilà, et on travaille à base. D'accord. Et alors, du coup, j'imagine que la distillation n'est pas la même si c'est une huile essentielle ou un hydrolat. Alors en fait, quand on distille une plante, on va forcément obtenir un hydrolat. Quelques plantes qu'on distille, on a un hydrolat, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'on passe de la vapeur dans la plante. La vapeur se charge des composés aromatiques des plantes. On refroidit cette vapeur, elle se condense donc, et ça, c'est l'hydrolat, c'est-à-dire l'eau distillée qui a gardé certains principes aromatiques des plantes. Si on distille, par entraînement à la vapeur d'eau, on a forcément un hydrolat. Après, il y a certaines plantes qui possèdent des huiles essentielles. C'est les plantes les plus développées du règne végétal, c'est-à-dire que celles qui ont été jusqu'à fabriquer des composés organiques pour se défendre ou pour attirer le pollinisateur. Et donc les plantes qui ont des huiles essentielles, lors de cette distillation, lorsque la vapeur va passer dans la plante, les huiles essentielles vont aussi être emportées. Et ce qui va sortir de l'alambic, c'est donc le distillat, c'est-à-dire un mélange de l'hydrolat et de l'huile essentielle. Et dans l'essentiel, les deux phases vont se séparer. D'accord, ah oui, donc effectivement, c'est toute une technique et tout un apprentissage aussi, j'imagine. Alors justement, est-ce qu'il faut avoir des connaissances spécifiques pour se lancer dans une distillation ou alors est-ce que tout le monde pourrait en soi le faire? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement technique et qu'on pourrait qualifier d'artisanal. Donc, ce savoir-là, il se transmet plutôt par transmission, en fait, par des pairs, par des gens qui font ça depuis longtemps. Donc là, parce qu'il y a l'expérience compte pour beaucoup, pour avoir idée de quels sont les rendements de plantes. Il y a des petits stratagèmes à mettre en place en fonction des plantes pour obtenir plus d'huile essentielle. Enfin, il y a toutes ces connaissances-là qui sont très empiriques. Donc celles-ci, on les apprend et voilà, au début, quand on va chez des gens, puis en pratiquant, clairement. Donc ça, c'est le premier aspect. Et après, il y a qu'est-ce qu'on va comprendre de ce qui est sorti de l'alambic, d'un point de vue chimique. C'est-à-dire mettre à analyser des hydrolats, mettre à analyser des huiles essentielles et être capable de lire ces analyses et en dire quelque chose. Donc là,
on peut aller beaucoup plus loin. Le producteur, la productrice peut s'arrêter à la partie technique, mais s'il a vraiment envie de vérifier la qualité de ses plantes, il a tout intérêt à aller jusqu'à la compréhension de la chimie, quoi. Bien sûr, tout à fait. Et alors, quelles sont les plantes les plus faciles à transformer et celles qui sont peut-être un petit peu plus délicates parce qu'elles sont fragiles, peut-être? C'est pas tant dans la transformation qu'il y a de la difficulté. Je dirais que c'est d'abord dans la culture. Il y a des plantes qui sont plus faciles à désherber notamment que d'autres. Il y a des plantes, si on les désherbe une fois, voire pas, elles sont capables de se défendre. Il y a des plantes qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, comme dans notre gamme la camomille noble ou même la menthe poivrée. Il y a des gens qui sont surpris parce que la menthe poivrée est souvent envahissante, mais pas chez nous, pas sur notre terrain. Donc ça demande vraiment beaucoup de temps de travail. Et si on fait pas ça, on a vraiment un rendement qui est pas du tout intéressant. Enfin, c'est-à-dire qu'on produit pas beaucoup de plantes. Voilà. Après, en termes de transformation, je dirais pas qu'il y en a une qui est plus difficile qu'une autre. Il y a des spécificités, ça c'est sûr. Des plantes qu'on va faire un petit peu préfaner parce qu'on veut absolument pas qu'il y ait d'eau dans la cuve de la distillation. D'autres, au contraire, qu'on va vraiment pas faire attendre. Voilà. Donc il y a toutes ces questions-là, mais c'est pas tant en termes de difficulté. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui caractérise selon vous une huile ou un hydrolat de qualité? Premièrement, la matière première, la plante, la façon dont elle a été cultivée, ça c'est une évidence. Voilà, est-ce qu'elle a été traitée, pas traitée? Est-ce qu'il y a eu des outils thermiques qui sont passés dessus? Est-ce que elle a attendu? C'est-à-dire que dans l'industrie, donc il y a l'immense majorité des huiles essentielles et des hydrolats sont fabriqués de façon industrielle et dans un circuit qui correspond à celui de l'agro-industrie. Et en fait, il y a énormément d'étapes. Il y a la personne qui produit, il y a la personne qui cueille, souvent c'est des machines, puis c'est transporté dans des camions, voire dans des avions, et puis c'est emmené à distiller, etc. Et en fait, tous ces intermédiaires-là impliquent que la plante attend, donc elle peut s'échauffer, elle peut fermenter, voilà. Il y a ces éléments-là aussi. Et après, il y a la façon dont on distille. Je parlais de basse pression tout à l'heure. Pareil, dans certaines distilleries, je dirais même la plupart des distilleries, encore une fois, plutôt sur des volets industriels, on est sur de la haute pression. Parce qu'en fait, quand on distille plus chaud et plus haut en pression, ça va aller plus vite. On va extraire plus rapidement les huiles essentielles. Ça, c'est une première chose. Et puis, et donc enfin, pardon, je me perds, mais ça peut altérer la plante parce qu'on sait que la pression et la température peuvent induire comment dire, des recompositions chimiques. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une huile essentielle qui n'est pas celle qui était présente dans la plante. Donc, il y a la pression et puis il y a aussi la notion d'entièreté de l'huile essentielle. Une huile essentielle qui soit complète au bout de souvent 1 heure, même parfois une demi-heure, on va avoir 80% de l'huile essentielle qui est extraite de la plante. Et si on n'a vraiment qu'un intérêt économique à proposer l'huile essentielle, on s'arrête là. Parce que ça coûte beaucoup trop cher en temps de travail, en utilisation d'énergie, de continuer pour avoir les 20% ou les 5% restants. Mais nous, avec l'approche qu'on a des huiles essentielles, on considère qu'il faut bien aller au bout de cette distillation, y compris si on va distiller 4 heures pour avoir 1%, parce que tant qu'il y a l'huile essentielle qui arrive, c'est celle qui était dans la plante et c'est celle que nous, on cherche à mettre en flacon. Donc ça, c'est sur le volet huile essentielle. Et sur le côté hydrolat, il y a tous les aspects dont je parlais, pression, etc. De toute façon, un bon hydrolat ou une bonne huile essentielle sont distillés de la même façon. Sur l'hydrolat, ce qui est important, c'est un hydrolat qui n'ait pas d'additifs. C'est-à-dire que parfois on trouve des conservateurs dans les hydrolats, voire même des arômes. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est délétère. Et puis, qui soit bien chargé en principes aromatiques. Donc, une garantie qui est souvent utilisée, c'est de dire qu'on s'intéresse au rapport dit 1 pour 1. Ça veut dire que 1 kg de plante qui a été mis dans l'alambic, on a tiré 1 litre d'hydrolat. Et ça permet que l'hydrolat reste bien chargé en principes aromatiques. Voilà. Parce que dernière chose, je disais tout à l'heure, l'hydrolat, en fait, c'est la quantité de vapeur qu'on injecte dans la plante puis qu'on refroidit. Donc, en fait, on peut faire avec 1 kg de plante, 1000 litres d'hydrolat. Et dire, enfin, autant qu'on veut, en fait, dire, à partir du moment où j'ai passé de la vapeur dans la plante puis que je l'ai refroidi, ça s'appelle un hydrolat. Il n'y a rien qui réglemente ça. Par contre, on comprend bien que plus on va passer d'eau, plus elle va être diluée. Et moins le produit va être qualitatif. Bien sûr, tout à fait, ça se comprend.
Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'utilisation de ces huiles essentielles et de ces hydrolats. Du coup, dans quel cas va-t-on avoir recours à une huile essentielle plutôt qu'à un hydrolat et inversement? Alors, l'huile essentielle, on va plutôt l'utiliser dans des phases aiguës, que ça soit de la douleur, que ça soit une infection virale, que ça soit, sur la sphère émotionnelle, une panique, une angoisse. Là, on va plutôt avoir recours à l'huile essentielle. Elle agit fort, hem et on peut pas l'utiliser longtemps. Donc elle agit fort, mais on veut qu'elle agisse vite et l'objectif, c'est de l'arrêter aussi vite. L'hydrolat, c'est plutôt l'inverse. L'hydrolat, c'est plutôt quelque chose qui est doux et qui va venir, on va venir s'attaquer à quelque chose qui est plutôt installé et qu'on va utiliser longtemps. L'hydrolat, c'est aussi adapté à des choses qui ont pas forcément un caractère, grave. On a, une toux qu'on tolère, mais qui est installée depuis longtemps, bah, voilà, l'hydrolat va être intéressant. Ou on a un stress, qui est léger parce que, je sais pas moi, on change de travail, on déménage et là, ça va être intéressant d'utiliser l'hydrolat. Donc voilà et après l'hydrolat, c'est un produit qui est vraiment très facile à utiliser pour les personnes, qui peuvent être un peu plus fragiles, donc des enfants ou des personnes âgées. D'accord, oui, parce que j'imagine qu'il y a justement des préconisations en termes de quantité et de fréquence. Sur les huiles essentielles, il y aurait autant de réponses que d'huiles essentielles. J'exagère un peu, mais ça dépend vraiment de la composition de l'huile essentielle. Comme je disais, il y a une composition qui est chimique, il y a des familles chimiques, il y a des familles qui vont être dermocaustiques, hépatotoxiques, certaines peuvent être allergisantes. Donc il faut vraiment avoir, non pas forcément connaissance de la biochimie, parce que sinon personne n'utiliserait des huiles essentielles, mais en tout cas, quand on cherche à utiliser une huile essentielle, c'est important de se documenter sur la façon de l'utiliser et à chaque huile essentielle, il va falloir se documenter. Donc voilà, mais de façon quand même générale, une huile essentielle, moi je la conseille, pratiquement systématiquement en externe. C'est-à-dire que c'est très français de dire qu'on prend des huiles essentielles en interne, donc on va les mettre dans la bouche, les avaler. Ça me paraît, la plupart du temps, pas du tout judicieux. Donc on va plutôt la mettre au regard de la chose qu'on cherche à traiter. Donc si on a de la toux, on va la mettre sur les voies respiratoires, sur les poumons, donc sur le torse. Si on a, une blessure, on va le mettre sur sa blessure, et cetera, voilà. Si on a, une fatigue, on va le mettre sur les surrénales, donc plutôt en bas du dos, mais en tout cas en externe. Voilà et le nombre de gouttes, va vraiment varier en fonction des plantes, mais on va dire, on va être sur entre, pour une personne, adulte et en bonne santé, entre 4 et 6 gouttes maximum par jour et puis, sur une période qui est relativement courte quoi, ça va être du 5 jours, ça peut même être 3 jours, voilà. Et pour les hydrolats, vu que c'est beaucoup plus léger, on peut se permettre d'en prendre un petit peu plus. Voilà, les hydrolats, donc on va les utiliser plutôt en cure. Donc, une cure, c'est 3 semaines, hein, c'est un principe de phytothérapie qu'on retrouve avec des tisanes ou d'autres produits. 3 semaines et nous, on préconise une cuillère à soupe, par jour. Voilà, une cuillère à soupe et donc avec, ce que je disais tout à l'heure, ça peut paraître peu, mais une cuillère à soupe, faut imaginer qu'il y a, il peut y avoir, 10, 20 grammes de plantes fraîches, dedans, donc ça représente quand même une bonne quantité. Et alors, est-ce qu'on peut mélanger plusieurs huiles ou hydrolats pour se soulager de plusieurs maux? Alors on peut mélanger différentes huiles ou différents hydrolats pour, créer un complexe, pour traiter une chose. Ça me semble assez judicieux parce qu'on va, comment dire, optimiser la variété de molécules présentes. Sur la question de est-ce qu'on peut traiter différents maux en même temps, je dirais que ça dépend des personnes. Je dirais plutôt pas, mais c'est très personnel. Pour moi, c'est important, c'est un principe aussi pour moi de phytothérapie de se dire que, on a pris conscience de quelque chose qu'on a envie de traiter, on choisit son produit et en fait, on le prend et on s'observe et on vérifie s'il est adapté, éventuellement on réajuste et donc je trouve ça bien de traiter qu'une seule chose à la fois. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut donner peut-être des exemples d'hydrolats, justement, qui sont bons pour la santé et que vous proposez chez les Sens en herbe? Puisque certains d'entre eux, justement, ont des recettes spécifiques composées de plantes qui permettent de soulager des maux du quotidien, finalement. Oui, après, alors nous, on fait les plantes pour on fait des plantes pour évidemment, leur aspect thérapeutique. Après, je peux pas faire l'économie d'un principe de précaution qui est que qu'on n'est pas médecin, on n'est pas pharmacien, on n'a pas de formation médicale et donc nous, ce qu'on dit des plantes, c'est, on retranscrit
de la bibliographie, en fait, ce qui a existé. Certes, on continue de se former, y compris d'un point de vue scientifique, mais en tout cas, voilà, c'est important pour moi de resituer ça. On n'est pas du tout dans du diagnostic. Quand on conseille une plante, on n'a pas la finesse d'un médecin qui analyserait que, par exemple, si on a mal au ventre, il peut y avoir une multitude de raisons à ça, et nous, on ne sait pas faire ça. Mais il est certain que les plantes ont des vertus, et pour des maux du quotidien qui sont sans gravité, et toutes les petites choses où il y a peu d'enjeux finalement, c'est très facile de les utiliser. On peut utiliser une menthe poivrée pour de la digestion, on peut utiliser du sapin géant ou les résineux de façon générale pour dégager les voies respiratoires. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire ça. Ou une camomille, une lavande, une aubépine sur le côté stress. Voilà, ça va être intéressant comme ça. D'accord. Alors, du coup, en dehors des huiles et des hydrolats, vos plantes sont également transformées en d'autres produits. Quels sont-ils? Expliquez-nous. Alors nous, on fait ce qu'on appelle des cosmétiques paysannes. Alors cosmétique, c'est le nom réglementaire, ça veut dire qu'on met sur la peau. Et nous, on est venu ajouter le mot paysanne parce que c'est des produits qu'on transforme, on met des plantes dans des huiles végétales. Donc ça nous donne des macérats huileux, ça nous donne des bases. Et éventuellement, on vient rajouter des huiles essentielles à l'intérieur. Dans les baumes, on vient aussi ajouter de la cire d'abeille qu'on achète à un apiculteur voisin. Et voilà. Et l'idée, donc cosmétique paysanne, c'est vraiment de proposer une cosmétique qui est simple, volontairement simple, c'est-à-dire de démontrer aux gens qu'il y a des produits qualitatifs qui finalement sont à la portée de tous et de toutes, et puis qui sont fabriqués. C'est-à-dire, nous, on achète notre huile d'olive ou de prune ou de noisette, mais elles sont fabriquées dans des conditions paysannes. Et voilà. D'accord. Bon, bah, en tout cas, on en aura appris pas mal déjà grâce à vous sur ces huiles essentielles et ces hydrolats. Alors, j'ai une dernière question pour vous qui est quand même assez importante. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez donc une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut retrouver vos produits? Oui, alors on a un site internet, effectivement, avec une boutique. Donc le site internet présente un peu la ferme, et puis il y a effectivement une boutique en ligne. Après, c'est possible de venir nous voir à la ferme, soit si c'est simplement pour acheter, il faut nous appeler pour vérifier qu'on est là et qu'on est disponible, ou on a des visites qui sont organisées les mardis du mois de juin au mois de septembre. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours nous appeler, et on s'arrangera pour trouver un moment et éventuellement organiser une visite. Voilà. Et après, on vend sur des marchés énormément et dans des magasins. On est dans des biocoop, voilà, des Sobio, des choses comme ça. Je suis en train de réfléchir du côté de Puy-Guillaume, mais voilà, on est un peu partout dans le Puy-de-Dôme et aussi Loire et Rhône. D'accord, bah justement, j'allais vous poser cette question, une question qui était proposée par notre petit stagiaire de cette semaine, Lenny. Est-ce que finalement les Sens en Herbe ont réussi à s'exporter un petit peu en dehors de l'Auvergne? Alors, je dirais malheureusement oui, parce qu'en fait, nous, on voyage beaucoup pour vendre nos huiles. On va en Belgique, on va régulièrement à Paris, Lyon, on va aussi en Alsace. Voilà, donc oui. Mais je dis malheureusement, c'est un peu de la provocation, mais en fait, nous, on déplore, on aimerait vendre plus facilement en local, sauf que si vous voulez, c'est pas forcément su du consommateur que les huiles essentielles peuvent être utilisées, enfin, fabriquées de façon locale. Donc les gens, autant ont le réflexe d'aller chercher par exemple un pain paysan, de la viande, du fromage paysan, autant les huiles essentielles, pour beaucoup de consommateurs, ça leur traverse pas l'esprit. Et l'autre chose, c'est aussi qu'historiquement, c'était des huiles essentielles exotiques qui étaient utilisées. Donc Ravinsara, Titri, Golteri, toutes ces plantes ne poussent pas en France. Mais c'est ce qu'on continue de trouver dans la bibliographie. Donc les gens en fait qui ont envie d'utiliser des huiles essentielles pour se soigner vont évidemment lire la bibliographie et en fait vont trouver ces plantes-là. Donc ils vont chercher à acheter ces plantes-là que nous évidemment on propose pas, alors qu'il y a plein d'alternatives en local. Mais voilà, nous, notre souhait, ce serait plutôt d'arriver à faire venir les gens à la ferme, et voilà. Et partager aussi ce qu'on vit et la façon dont on travaille, pour nous, c'est important. Tout à fait, c'est un très beau message de votre part. En tout cas, on vous remercie beaucoup Naïs pour cette belle interview. On vous souhaite une très belle continuation avec les Sens en Herbe. Et puis, bah, écoutez, on espère vous retrouver très vite sur les ondes pour une prochaine interview. Merci d'être venu.
Eh ben écoutez, tout le plaisir était pour nous. On a eu le plaisir de découvrir directement sur place cette belle exploitation et ses produits également. Et puis nous sur Variance FM, on va faire une petite pause musicale et on va se retrouver dans quelques instants avec le prochain invité de la soirée.